Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'identification et l'accompagnement de ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors, le plan de la présentation, le voici. Je donnerai quelques informations très rapides sur ce qu'on comprend par autisme. Je sais que nous avons des grands experts en autisme parmi nous, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui participent, qui n'ont pas de connaissances sur l'autisme, donc je me permettrai de donner quelques éléments de définition. Et puis je vais ensuite vous parler des implications de la culture, des aspects culturels dans l'identification de cette condition et dans le suivi des personnes qui ont cette condition. Et puis ensuite, je vous donnerai l'exemple des études que j'ai eu de la chance d'effectuer en Équateur, un pays où je suis restée 6 ans. Donc c'est le fruit des 6 ans de travail que je vous présenterai ici. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est que le trouble du spectre autistique? Alors, les personnes qui ont l'autisme ou qui sont autistes, j'utiliserai les deux façons de m'exprimer indistinctement, et sont des personnes qui ont des difficultés dans la communication. Alors, d'abord, je vais peut-être préciser, parce que je l'ai entendu dans les nouvelles, je crois que je l'ai lu aussi dans le flyer, les personnes qui souffrent de l'autisme. Alors, que je sache, il y a beaucoup de personnes autistes qui ne souffrent pas d'être autistes. Alors, on est simplement autiste, voilà, on n'a pas besoin d'en souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes autistes, des personnes avec autisme qui ont une vie difficile. Mais on ne peut pas dire que toutes les personnes avec autisme souffrent de leur autisme, d'accord? Mais donc, toutes les personnes avec autisme ont une forme de difficulté dans leur communication, c'est-à-dire ils peuvent ne pas comprendre les gestes ou ne pas nous regarder quand nous parlons, ne pas s'orienter à nous quand nous parlons. Ils ont aussi ce qu'on appelle des comportements répétitifs ou des intérêts particulièrement intenses. Et il y a des petits-enfants qui jouent de façon incessante avec des roues de leur voiture, d'autres qui vont mémoriser des centaines de noms des plantes, des marques de voitures, d'horaires de train. Et puis, ce n'est pas forcément un symptôme, c'est une caractéristique. Quand je dis que ce n'est pas forcément un symptôme, tel que nous le définit le DSM-5, c'est que ça fait partie de la personnalité de la personne avec autisme. Et il se peut qu'à la longue, ça devient une qualité, une ressource pour cette personne. Mais voilà, il est énuméré comme un symptôme. Et puis, depuis récemment, on parle aussi des atypicités dans la perception sensorielle. Des enfants qui me disent j'ai mal à mon pull, en fait c'est eux qui ont mal quand ils mettent le pull. Et puis tout ça c'est répertorié dans deux manuels de diagnostic. Le premier s'appelle DSM-5, le deuxième s'appelle CIE ou CIM-10, du coup j'ai l'espagnol qui me vient dans la tête. Je profite pour vous dire qu'il y aura peut-être quelques anglicismes ou peut-être quelques hispanismes. Je vis dans un monde où les trois langues se côtoient. J'ai des enfants qui parlent couramment le spanglish ou le franglais. Donc, du coup, ça détend un petit peu dans l'utilisation de mes mots à moi. Et je vais vous dire aussi que les caractéristiques de l'autisme vont imprégner la façon d'apprendre. En fait, un cerveau autiste est un cerveau qui apprend d'une façon légèrement différente, ou peut-être très différente de la façon dont apprend la grande majorité des cerveaux. Alors, vous voyez là, on parle d'orientation sociale, vous voyez ces deux enfants qui se regardent face à face, vous voyez la variabilité des gestes, un petit garçon très expressif qui pointe du doigt, qui me fait un OK, puis vous voyez dans la troisième photo ce contact visuel. Alors ça, ce sont les aspects qui d'habitude ne fonctionnent pas comme attendu chez les enfants autistes ou avec autisme de cet âge-là. Et puis, forcément, ça va avoir un impact sur la façon dont ils apprennent. Parce que vous voyez, si je dis, regarde, Pierre, ce verre blanc, et puis Pierre, regardez là, de l'autre côté, il va perdre l'occasion, il va perdre l'opportunité d'apprendre vert, blanc, et puis de voir ma tête. J'aime le vert blanc, je ne fais pas une tête de peur, n'est-ce pas?
Et puis, toutes ces difficultés dans l'orientation vers les autres personnes peut créer ce qu'on appelle un effet des boules de neige, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus les apprentissages sont difficiles parce qu'on n'a pas eu la base, n'est-ce pas? Et puis, les humains apprennent en regardant les autres. Là, vous avez deux jolies petites filles qui regardent les yeux de la personne qui leur parle. C'est drôle, la flèche s'est déplacée à un moment donné, mais la deuxième flèche pointe aussi vers les yeux de la deuxième petite fille pour dire que les adultes s'adressent aux enfants en regardant dans les yeux. On constate comme ça s'ils sont en train de nous écouter. On monitore l'autre personne pour voir s'ils nous prêtent attention. Et puis, tous ces apprentissages évidemment, vont avoir une répercussion sur le développement des personnes. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et à l'âge adulte, est-ce que je vais comprendre les autres? Est-ce que les autres vont me comprendre? Est-ce qu'un garçon qui voit un groupe de copains de classe comprend que les autres rient avec lui? Ou est-ce qu'il comprend qu'il se moque de lui? Est-ce qu'il y a cette capacité à comprendre les gestes, les intentions des autres? C'est un des enjeux du développement des personnes avec autisme. Alors, dans l'autisme, il y a des personnes qui ont besoin d'appui ponctuel et qui peuvent mener une vie autonome. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'appui tout le long de leur vie. Et pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler tout à l'heure, c'est-à-dire de le diagnostic et l'intervention, il faut d'abord que j'explique qu'il y a une diversité des difficultés qui peuvent être présentes à côté des symptômes centraux dont je vous ai parlé. Parfois, il y a des difficultés digestives, parfois, il y a des difficultés neurologiques comme l'épilepsie. Et donc, cette énorme variabilité dans les difficultés ou les caractéristiques centrales de l'autisme, plus la variabilité dans ce qu'on appelle dans certains contextes des comorbidités, fait que nous avons des profils de personnes autistes uniques. On sait que au moins une personne sur 100, un enfant sur 100 est autiste. Et on pensait que le ratio homme-femme était de 4 pour une fille. Maintenant, on a des doutes. On pense plutôt qu'on n'arrive pas à identifier les comportements autistiques chez les filles. Et puis, là, je vous présente une carte sur les études effectuées sur la prévalence. Et puis, vous voyez très rapidement que tous les petits points bleus sont situés dans des pays qui ont des ressources. Et dans les pays à moyenne ou faible ressources, il y a nettement moins d'études sur la prévalence. Et puis, on pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas, beaucoup d'adultes aussi, qui ne sont pas identifiés dans ces contextes. Et puis, il y aurait peut-être un nombre important de personnes qui ne savent pas qu'ils ont cette condition et qui ne reçoivent pas l'aide ou la compréhension de leur entourage. Alors, les organisations internationales, la communauté internationale s'est aussi penchée sur la question. Il y a la Journée mondiale de l'autisme, il y a eu des déclarations de la part des différents organes des Nations Unies. Mais moi, j'ai retenu quelque chose d'intéressant, c'est qu'une des résolutions de l'Organisation mondiale de la santé demande à ses États membres d'utiliser des traitements et des systèmes d'évaluation qui sont basés sur des preuves scientifiques. Ça, dans les pays à moyenne, enfin partout dans le monde, c'est important, mais quand nous avons peu de ressources pour consacrer à un traitement, on espère que c'est un traitement qui a été validé, qui a été prouvé, qui a été testé. Dans le cas de l'autisme, c'est important. Pourquoi? Parce que le diagnostic est observationnel et clinique. Nous n'avons pas un test génétique, un test biologique pour détecter l'autisme. Donc les instruments développés consistent à observer une personne et voir si tous les éléments de la communication sont, comme on dit, fonctionnels. N'est-ce pas? C'est un diagnostic clinique. Et puis on procède aussi par la collecte d'informations auprès de la famille. On essaye de reconstruire l'histoire développementale d'une personne pour savoir si au long de l'histoire développementale, la personne présentait des symptômes d'autisme. Et les supports sont spécifiques pour l'autisme et essentiellement il s'agit d'accompagnements éducatifs et développementaux pour les symptômes centraux. L'éducation est le mot-clé ici. La façon dont on enseigne les personnes avec autisme est fondamentalement différente ou
peut-être pas fondamentalement, mais connaît quelques particularités. Et puis ces particularités doivent être connues par l'entourage de l'enfant. Alors, je dis éducation et puis je pense tout de suite à Piaget. J'imagine, je me laisse, voilà, comme ça, imaginer que si M. Piaget avait rencontré des personnes avec autisme, il aurait été fortement impressionné par ces capacités différentes de ces cerveaux, peut-être parfois déroutantes, il est vrai, parfois fascinantes, mais voilà, ça c'est que des élucubrations. Mais je vous disais que les supports sont essentiellement éducatifs et développementaux, et qui est dit éducation, dit culture. Donc la façon dont nous allons accompagner des personnes avec autisme va être essentiellement influencée par l'environnement. Or, la plupart d'instruments de diagnostic et la plupart des systèmes d'accompagnement ont été développés dans des pays occidentaux et dans l'écrasante majorité anglophone. Alors, nous savons des origines neurobiologiques de l'autisme, nous connaissons les outils de diagnostic et d'accompagnement, et puis on peut se demander s'il y a un impact culturel dans tout ça. Alors, quelles sont les implications de la culture? Il y a eu des études sur le sujet, essentiellement dans des pays développés, quoique depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de travaux sur l'Inde qui nous informent aussi, mais les premières études ont été faites avec des groupes de personnes d'origine diversifiée aux États-Unis. Par exemple, les familles d'origine mexicaine, et dans les années 2012, lorsqu'ils ont été questionnés, les chercheurs ont observé que les parents comprenaient les interactions sociales limitées comme un signe de bonne éducation. L'enfant était bien éduqué, il était poli, n'est-ce pas? En Inde, la basse fréquence l'absence de réponse aux instructions est au contraire interprétée comme une personnalité forte. Donc voilà, chaque comportement autistique peut être interprété d'une façon ou d'une autre selon le contexte culturel. Et puis, les mères d'origine latino-américaine avaient été aussi étudiées dans les années 2014. Et puis les chercheurs, ils ont conclu que pour un même niveau de sévérité et puis un même niveau socio-économique, les mères d'origine latino-américaine rapportaient moins de symptômes comparé à des mères anglophones. Okay? Alors c'est intéressant de se demander pourquoi. Alors là, les chercheurs ne nous disent pas le pourquoi, mais voilà, nous avons des éléments qui nous disent certaines cultures soit ne voient pas ces atypicités, soit ils ne veulent pas les voir, soit ils les interprètent comme autre chose. Et puis dans le diagnostic, enfin, les parents peuvent avoir des explications causales plus ou moins différentes. Les explications causales, c'est les croyances qui nous disent, voilà, ça c'est la cause de tels dysfonctionnements ou de telles difficultés. Alors, apparemment, les parents d'origine hispanique aux États-Unis aussi donneraient des explications causales qui conduisent à une demande d'aide professionnelle, moins souvent. Okay? Alors, ils ne nous disent pas quel type d'explication causale ils donnent au comportement autistique. On sait que, tout simplement, ils expliquent l'autisme de façon qui ne vont pas conduire ces familles à demander une aide professionnelle. Et puis, les parents d'origine non anglo-saxons et qui appartiennent à une catégorie socio-économique qui ne leur permettent pas d'avoir une assurance publique auraient moins d'attributions génétique à la cause de l'autisme. Ce que les auteurs veulent nous dire, c'est qu'il y a un impact du niveau socio-économique. Alors, pourquoi c'est important d'étudier ça? Parce qu'en fait, on sait que ces explications causales non conventionnelles ont été mises en relation avec ce qu'on appelle des traitements non conventionnels. Non conventionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses un peu atypiques, comme des thérapies avec des dauphins ou des choses qui ont peut-être peu de fondements empiriques. Alors, dans les contextes dont je suis en train de vous parler, on essaye d'appliquer, et je vais vous donner quelques exemples, on essaye d'appliquer les mêmes outils de diagnostic et les mêmes formes d'intervention. Alors, pour ce qui est des diagnostics,
on utilise ou on essaye d'utiliser les mêmes questionnaires qu'on utilise aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle les instruments de dépistage. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi le premier niveau de détection. Et dans le deuxième niveau de détection, c'est-à-dire une évaluation complète d'un enfant, le gold standard, c'est le travail d'une équipe multidisciplinaire qui va regarder cet enfant un peu de tous les angles et pour tenter de savoir si cet enfant correspond à ce qu'on appelle autisme. Ces équipes multidisciplinaires dans des pays occidentaux, on peut les avoir, sont grandes des difficultés, c'est-à-dire, c'est quoi l'équipe multidisciplinaire? C'est en principe un pédiatre, un neuropédiatre, des psychologues, des thérapeutes occupationnels, des éducateurs. Dans les pays à revenus moyens ou faibles, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à ce gold standard de l'équipe multidisciplinaire. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Et puis, je vais vous présenter quelques exemples. Et je crois que la recherche en Amérique latine est devenue très, très dynamique dans les dernières années. Et puis, il y a des personnes comme mes collègues Gabriel, qui est au Chili, avec son collègue Andrés, qui travaille à Cambridge. Et il travaille beaucoup sur l'adaptabilité, pas seulement la traduction, mais l'adaptabilité d'un système, d'un questionnaire aux parents qui permettrait de récolter des informations, c'est ce qu'on appelle un checklist, sur la présence des symptômes autistiques observés par les parents. Okay? Donc, il y a des études aussi du même style qui ont été faites en Inde, en Jamaïque, en Espagne, et, enfin en Turquie. Il y a eu aussi des efforts pour adapter ces outils à des cultures non européennes. Ça, c'est un collègue très, très gentil, c'est Bhishma Chakravarti, qui est à Reading University, qui a travaillé notamment sur l'adaptation il travaille sur l'adaptation de la dose à différentes subcultures indiennes avec des langues propres de l'Inde. Et il nous fait passer un message important. Il ne s'agit pas seulement de traduire. La dose, pardon, c'est un des outils qu'on utilise pour le diagnostic de l'autisme. C'est des jeux qui permettent de faire une observation semi-structurée de l'interaction avec l'enfant. Et puis, qui a une forte connotation culturelle. Ça a été développé aux États-Unis avec des jouets en plastique bien brillants, avec des scènes sociales bien caractéristiques de l'Occident, comme par exemple une fête d'anniversaire, une situation sociale qui est une fête d'anniversaire, etc. Donc il nous dit que de traduire, de valider, ce n'est pas suffisant. En fait, il faut que la chose soit utilisable. Parce qu'en effet, il y a des instruments qui sont traduits. Il y a des instruments qui ont été validés dans d'autres cultures. Et puis, pour une raison ou une autre, ils ne sont pas utilisables par les utilisateurs finaux. Et puis, il y a aussi le professeur, son nom m'échappe, Petrus de Vries, qui travaille en Afrique du Sud. Et il a aussi travaillé à la traduction et à l'adaptation des outils de diagnostic. Et puis il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit on ne devrait pas prendre le risque d'introduire des outils non validés dans des populations fragiles, dans des populations avec des ressources limitées. Voilà. Alors, comment éviter ce risque? D'abord, la communauté internationale s'est préoccupée de la chose. Il y a des programmes qui ont été développés par l'Organisation mondiale de la santé, dont on en a eu un aperçu la semaine passée pour les personnes qui ont été présentes à l'exposé de Madame Deborah Kessel de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez en entendu parler. Il y a quelque chose qui s'appelle MHGAP, Mental Health Gap, qui consiste en une série de modules. Je vous donne un exemple. Un des modules vise à entraîner des non-spécialistes, par exemple des infirmières communautaires en Éthiopie. Il y a une collègue, Rosa Hoekstra, qui a travaillé sur ça. Et puis on entraîne des personnes non spécialistes à détecter la présence des difficultés du développement. Là, vous voyez la personne qui fait partie du programme, qui est en train d'entraîner ses collègues. Il y a aussi le Parent Skill Training. Il s'agit de former des parents au soutien de leurs enfants avec autisme. Et puis, c'est là que ma collègue Rosa Hoekstra travaille.
Et c'est quelque chose qui semble être très bien adapté à des contextes comme l'autisme, où elle me disait, quand elle a commencé ses études, il y avait 2 psychiatres ou 2 pédiatres, je ne me souviens plus, dans toute l'Éthiopie, et ils étaient à Addis Abeba. Donc, le manque de connaissances peut être pallié en formant des non-spécialistes. En Amérique latine, on procède aussi par dissémination d'informations. Il y a une étude extrêmement intéressante sur 7 pays qui conclut à des barrières telles que des longues listes d'attente pour arriver à ces fameux spécialistes qui possèdent les outils de diagnostic, etc., des coûts de traitement, les coûts de l'évaluation aussi, et puis, malgré tout, un manque de services spécialisés. Alors, la personne que vous voyez là, c'est ma collègue Alexia Ratazzi qui travaille en Argentine et qui fait un fabuleux travail de dissémination d'informations, maintenant online, avec toute l'Amérique latine. Et donc, elle travaille avec des parents, des professionnels, mais aussi avec des personnes autistes avec autisme. Et puis, on a eu la chance de l'avoir eu à Quito. Et là, je vais vous donner justement quelques exemples de mes travaux effectués en Équateur. Alors, j'ai pas pris mon téléphone, donc j'ai aucune idée de l'heure. Il me reste combien de temps, Edouard? Une demi-heure. Une demi-heure, parfait. Donc je peux vous parler calmement des études effectuées en Équateur. Alors, nous avons quelques chiffres qui ont été récoltés des documents officiels. On sait que 1266 cas d'autisme ont été enregistrés de manière officielle. Et des enfants âgés de 5 ans et moins. Le problème, c'est que la population d'enfants de 18 ans et moins, c'est de 6 millions de personnes. Donc, si on pense que la prévalence est de 1 sur 100, il y a quelques enfants qui n'ont pas été, ils nous ont passé entre les doigts. Okay? Donc, on sait qu'il y a une prévalence inférieure au reste du monde, ce qui nous dit qu'il y a des enfants qui n'ont pas été diagnostiqués. Alors, mon travail à moi, pendant ces 6 ans, a été de tenter d'explorer les barrières qui empêchent l'identification. Alors, j'ai commencé, quand je quittais Genève, avec voilà, toute la naïveté du chercheur qui commence, à m'intéresser à des questions liées à la psychologie plutôt expérimentale ou semi-expérimentale, et je suis partie avec mon eye tracking sous le bras, essayer d'étudier l'orientation visuelle des enfants vers des stimuli sociaux versus des stimuli non sociaux. C'était une étude, la réplication d'une étude faite aux États-Unis, des 2 études faites aux États-Unis, extrêmement intéressante d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, ça ne servait à rien. Parce que l'intention, c'était d'améliorer les systèmes de diagnostic avec une contribution d'un instrument standardisé, parce que voilà, un eye tracking, c'est plus standardisé que l'œil humain, et puis les stimuli sur les vidéos, c'est un peu plus standardisé qu'un pédiatre qui s'assied regarder l'enfant, voir s'il a un contact visuel ou pas. Le problème, c'est qu'en Équateur, à l'époque, il y avait très peu de connaissances sur les outils utilisés pour le diagnostic, et puis on ne pouvait pas prétendre apporter quelque chose si la base n'était pas présente. Donc on a tout retravaillé avec Edouard Jontaz, et puis je me suis intéressée, j'ai pris l'étude de l'autisme sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on a voulu voir comment les personnes, tout venant, interprètent des symptômes autistiques. Et ça, c'est une première étude qui a donné des bases pour ensuite s'intéresser non plus à la population en général, mais aux pédiatres en particulier. Et pourquoi aux pédiatres en particulier? Parce que l'Équateur, comme beaucoup de pays, soutient les visites de l'enfant, comment on dit ça en français, les visites de l'enfant, les checks des enfants, les well baby checks. Donc l'enfant va chez le pédiatre tout le X nombre de semaines ou de mois. Donc les pédiatres ont des possibilités d'être en contact avec les familles. Et c'est un peu les professionnels de choix pour pouvoir suivre ces petits-enfants et puis pour faire des screenings. Et ça va dans l'autre sens, Edouard, pourquoi? Ah, voilà. Et puis, plus tard, on s'est intéressé non seulement aux barrières au diagnostic, mais à des manières de stimuler l'intervention, la détection en pédiatrie.
Et puis, finalement, après avoir fait ces études, on a fini par s'intéresser après. Qu'est-ce qui se passe une fois que les enfants sont identifiés? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire à une famille qui a reçu un diagnostic d'autisme, voici le résultat, bonne journée. Il faut pouvoir s'occuper de ces familles parce que c'est une situation stressante déjà, et puis parce que les recherches nous ont donné maintes preuves du fait que plus on commence à travailler certains aspects du développement qui ne se sont pas développés d'une manière naturelle, mieux cet enfant peut continuer son développement. Alors, les recherches qu'on essaye de mettre en place en ce moment consistent à donner des outils aux familles, à donner des outils aussi aux professionnels pour travailler avec les jeunes enfants. Mais je vais vous donner des détails sur chacun de ces études maintenant. Donc, avec la population générale, on a étudié des 183 adultes avec des questionnaires. Et puis, on a trouvé qu'il y a des comportements comme l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est un des signes d'alerte de l'autisme, ne sont pas perçus comme un signal d'alarme par la plus grande partie de la population. Okay? Et puis, on a trouvé aussi que des comportements caractéristiques des difficultés du développement, pas seulement de l'autisme, hein, c'est-à-dire que la protection contre les sons, ou bien la résistance au changement, ou bien des mouvements répétitifs des mains, sont compris comme voilà, partie du développement. Oui, pourquoi l'enfant fait ça? On ne sait pas, mais ce n'est pas trop grave. Donc, ça, c'est des exemples, mais ce qui est important, c'est que la plupart des comportements autistiques ont été plutôt considérés comme étranges par notre échantillon d'adultes et non pas comme quelque chose qui leur fait penser à un trouble du développement. Et la plupart des personnes répondaient « je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi un enfant ferait ça ». Alors, on pense que si ces personnes devenaient des parents, ou si ces personnes étaient des parents, ils pourraient peut-être remarquer ces comportements comme atypiques, comme différents, mais ne pas demander de l'aide. Okay? Et puis, la seule difficulté parmi les 16 difficultés que nous avons présentées, qui a été reconnue comme une difficulté vraie ou un problème qui ferait que maman, papa demanderaient de l'aide professionnelle, c'est une difficulté dans le développement du langage. Et une absence d'intérêt pour les autres enfants est comprise comme une question de personnalité ou d'attitude, mais elle n'est pas comprise comme un signe d'une difficulté dans le développement social. Et ça coïncide avec ce qui a été trouvé en Inde. Les parents en Inde pensent aussi que voilà, il s'agit d'une forte personnalité lorsqu'un enfant ne répond pas à des instructions, qui est aussi un autre symptôme autistique assez connu. Et puis, comme je vous disais, la réponse la plus commune, c'est de me dire je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi un enfant fait ça. Et puis, le fait que les parents ou les adultes aient peu de connaissances sur ces fameux comportements différents, ces comportements qu'on appelle atypiques, peut nous laisser penser que ça peut laisser les portes ouvertes à des fausses croyances, n'est-ce pas? Si des parents ne donnent pas une explication au fait qu'un enfant bouge beaucoup les mains, il peut essayer d'apporter les siennes, des explications ou celles de la voisine, etc. Donc, on a constaté qu'il y avait peu de connaissances par rapport à ces symptômes en général. Dans la deuxième étude, on a posé des questions à des professionnels, on a essayé de comprendre quelles étaient les barrières au diagnostic en milieu pédiatrique. Alors d'aller poser la question à un pédiatre sur ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, c'est une chose fort délicate. J'ai été heureuse d'avoir le soutien de l'Association équatorienne de pédiatrie qui s'est chargée un peu de poser la question pour moi. Mais nous avons trouvé, en accord avec des études faites dans d'autres pays, que une des principales difficultés, c'est le manque de temps, mais aussi le manque de ressources pour remettre ces familles. Et la peur d'alarmer les parents inutilement, ça nous indique que les pédiatres peuvent peut-être ne pas avoir un sens de ce qu'on appelle self-confidence suffisant, parce que peut-être qu'il y a un manque de connaissances. D'ailleurs, le manque de connaissances
ils le reconnaissent eux-mêmes. Et puis le manque de formation professionnelle le reconnaissent eux-mêmes, évidemment sans aucune honte. Pourquoi? Parce qu'en Équateur, comme dans d'autres pays de la région, la priorité pendant très longtemps ont été les maladies infectieuses. Ça tue. Okay? Donc ces professionnels, ils ont été formés aux priorités. Les troubles du développement, en principe, ne tuent pas. Ils sont invisibles, donc on les a laissés un petit peu de côté. Donc ce n'est pas la faute des professionnels de la pédiatrie, ce n'est pas la faute des professionnels de la santé s'ils savent ce qu'ils savent ou ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. C'est aussi circonstanciel, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi je vais dans l'autre sens? Voilà. Alors, la conclusion de cette étude, donc je vous résume très rapidement chaque étude pour que vous puissiez suivre un peu ma ligne de pensée par rapport aux études que j'ai décidé de faire, c'est qu'on trouve que les pédiatres font face à des défis importants, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus la pression on les met gentiment, de mettre en pratique des recommandations, comme par exemple faire des screenings à des petits-enfants de 18 mois à 24 mois. Donc ils font face à ces défis parce que de plus en plus les familles les demandent aussi. La Société américaine de pédiatrie, qui est un peu celle qui donne les lignes directrices en Amérique latine, recommande le screening dans la population générale. En plus, ils doivent répondre à des parents, parfois avec des ressources limitées, des parents qui sont préoccupés, souvent légitimement, et puis les pédiatres n'ont pas les ressources pour répondre à leurs questions ou bien pour renvoyer les familles vers des spécialistes. Et puis en plus, ils doivent gérer des difficultés de temps. Très souvent, le temps consacré au screening n'est pas payé par les assurances. Hein. Ensuite, on est allé demander à un autre groupe de pédiatres, quels sont les moyens de screening qu'ils utilisent et quels sont les moyens avec lesquels ils se sentent à l'aise. Et puis, contrairement à ce que je m'attendais, ils ont très souvent mentionné l'observation directe. Vous avez des petites phrases en bas en espagnol, puis vous avez en noir des verbes qui ont tous relation avec le fait d'observer. Voir, observer, chercher, examiner. Donc, dans leurs réponses ouvertes, les verbes qui ont à voir avec l'observation des comportements revenaient très souvent. Et lors des réponses fermées, ils ont nettement privilégié l'utilisation d'une procédure observationnelle. Alors, il faut savoir qu'il y en a peu qu'on n'utilise plus des procédures observationnelles. Un des screenings, le pionnier des screenings, le chat conçu par Baron Cohen en Angleterre, avait une partie observationnelle. Après, il y a d'autres chercheurs en Turquie, en Chine, qui les ont aussi étudiés. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas développer, non pas un screening, vous vous souvenez de la phrase de Petrus de Vries, ne jamais introduire un outil peu validé dans un pays à faibles ressources. Donc, il n'a jamais été question d'introduire un outil de screening, mais de donner ce qu'on appelle une procédure augmentative. Et cette procédure augmentative pourrait consister, comme ils le demandent, comme ils le disent eux-mêmes, à observer des symptômes présents. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent observer? Évidemment, la littérature nous donne plusieurs signes d'autisme, plusieurs red flags. Alors, est-ce que toutes ces red flags sont adaptées au contexte équatorien? On a commencé par leur poser la question. Quel type de tâches vous utiliseriez dans votre consultation quotidienne? Et puis, ils nous ont donné un certain nombre de réponses. On a choisi celles qui étaient les plus plébiscitées, déjà. Et on a testé le fonctionnement de ces tâches d'orientation sociale. Donc, c'est des items, c'est des parties des tests de détection, si vous voulez. On en a choisi 5, qui consistent par exemple à souffler des bubbles, des boules de savon, et puis de regarder les yeux de l'enfant, voir ce qui se passe. Et une autre consiste à montrer un poster d'un côté et d'un autre, ce qu'on appelle l'attention conjointe. Les enfants avec autisme suivent peu ce genre de signes. Alors, est-ce que les enfants sans autisme en Équateur allaient répondre d'une façon attendue? Oui ou pas? Parce que s'ils ne répondent pas, ça veut dire que la tâche
n'est pas adapté. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un autisme, n'est-ce pas? Et c'était important de le tester sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a certains signes d'autisme qui, en Occident, sont clairs. Par exemple, le manque d'attention visuelle vers les yeux, qui, dans les hauts plateaux andins, font partie de la vie quotidienne. Des enfants sur les hauts plateaux andins ne regardent pas dans les yeux, surtout une personne inconnue. Alors, est-ce qu'on va diagnostiquer 95% d'autisme dans ces contextes? Peut-être pas. Peut-être je vais me demander si c'est vraiment une bonne tâche, celle de chercher le contact visuel de l'enfant. Donc on les a testés et puis on s'est rendu compte qu'une tâche qui est couramment utilisée dans des outils de détection et de diagnostic, qu'on appelle référenciation sociale, ça consiste à regarder si l'enfant regarde l'adulte dans un moment de peur ou d'émotion positive, et puis il adapte son comportement. Il y a le gorille qui est rentré là, dans la salle, l'enfant regarde le parent, et puis si le parent fait « Waouh !», bah, l'enfant il ne va pas avoir peur, il va regarder le gorille avec un peu de curiosité. Si le père il fait « Ah !», bah, l'enfant il va se mettre à crier. Okay? Alors on a tenté de répliquer une tâche d'orientation sociale, un peu plus simple qu'avec un gorille, je vous rassure. Et je rassure aussi le comité éthique. On a utilisé une voiturette qui était un peu particulière, mais ça n'a pas du tout produit l'effet attendu chez les enfants équatoriens. Alors, est-ce qu'ils étaient tous autistes? Ils avaient tout l'autisme. Je pense que plutôt ma tâche, elle n'était pas bonne, elle n'était pas adaptée. Ou bien l'environnement dans lequel on faisait les tests n'étaient pas adaptés. C'était une petite pièce, introduire un objet inattendu dans une petite pièce, essayer de filmer en même temps, c'était difficile. Et donc, on sait que c'est une tâche qui n'est pas adaptée au contexte pédiatrique en Équateur, qui sont souvent des petites pièces, etc. Alors, on l'a exclu. On l'a exclu et on a testé celles qui restaient dans une condition pédiatrique. Donc non pas avec l'expérimentateur qui fait les tâches, mais des vrais pédiatres, des vrais médecins. Et puis on a trouvé que ces 4 comportements dont je vous parle ont bien produit l'effet attendu, sauf que un item qui consiste à provoquer une réponse par un geste a l'air d'être influencé, c'est-à-dire je demande à l'enfant « Donde está el osito ?» Où est le nounours? Et puis l'enfant me dit là. Les enfants d'un niveau socio-économique élevé répondent sans aucun problème et puis ils me plantent leur regard dans mes yeux. Les enfants des secteurs ruraux et d'un niveau socio-économique un peu plus bas sont moins clairs. Okay? Il y a déjà ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a trouvé des signes qu'ils sont plus efficaces vers l'âge de 36 mois. Okay? Les plus jeunes sont un peu moins efficaces pour me répondre d'une façon aussi claire. Donc, je me demande si c'est vraiment un item qui est adapté. Il faudrait peut-être pousser un peu plus. Mais en tout cas, ces 4 comportements que vous voyez là, vous voyez la personne qui souffle les boules, vous voyez ma collègue Margarita, médecin pédiatre, qui pointe du doigt, un autre médecin qui appelle l'enfant par le nom, et puis finalement la tâche dont je vous parle est celle qui consiste à poser une question pour produire un geste. Alors, de ces 5 tâches, voilà, on en a gardé que les 3 premières, et puis la 4e doit encore être étudiée. Alors, faire des études, c'est vraiment très sympa, enfin pour ceux qui aiment, mais ça sert à quoi? S'il n'y a pas un but derrière, c'est très sympa, on obtient des fonds, on s'amuse un peu, on écrit un article, et puis voilà, les choses restent là. Dans des régions du monde où les ressources sont limitées, on ne peut pas faire ça. Donc il faut essayer de passer les connaissances de la recherche au terrain. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de passer ces connaissances aux associations de parents. Parce que c'est comme dans plusieurs pays du monde, c'est les associations de parents qui font bouger les choses. Et on sait que de toute façon, ils vont chercher des informations. Alors autant que ce soit des informations qui ont une sorte d'évidence derrière. Alors on essaye de partager les informations. La première chose, ça a été de parler de l'autisme aussi, de visibiliser les besoins des parents. Ça, c'est une publication dans une encyclopédie, l'Encyclopedia for Autism. C'était la première fois que l'Équateur y apparaissait, ce qui est aussi encourageant pour les familles. Et
La deuxième chose, c'était de partager les connaissances, par exemple, parler de l'utilisation des screenings dans les congrès de pédiatrie ou dans les congrès de neuropédiatrie qui commencent à s'utiliser. C'est une contribution aux routines de surveillance dans les milieux pédiatriques. Ensuite, les résultats sur l'étude des barrières nous a fait penser par exemple à la fabrication d'un module de formation en pédiatrie. Il y a une université australienne qui a développé un module magnifique fait online, donc ça c'est quelque chose qui pourrait se faire, ça c'est une contribution qui pourrait être faite. Ensuite, divulguer aussi les connaissances sur tous les moyens existants aux acteurs locaux. Là par exemple, on était en train de parler des programmes des Nations Unies, et pour que les professionnels de la santé et de l'éducation prennent connaissance. On parlait la semaine passée avec Madame Kessel sur les moyens de transmission. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et parfois restent malheureusement inconnues. Les programmes de l'Organisation mondiale de la santé sont magnifiques, sont adaptés à ces contextes-là, mais parfois ils restent inconnus. Et donc, ce n'est pas seulement les États membres qui devraient s'intéresser. Je pense que par spillover, le fait que les professionnels, la communauté, les parents s'y intéressent peuvent aussi être une contribution. Une autre application sur le terrain de l'étude sur les barrières à la détection en pédiatrie, c'était de se dire si les pédiatres ont de la difficulté à remettre ces familles pour un suivi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une décision un poil arbitraire, c'était de choisir une des façons de stimuler les enfants qu'on appelle un modèle d'intervention précoce, sur ce qu'on appelle Natural Developmental Behavioral Intervention. C'est des interventions qui, la plupart du temps, ont été développées dans des pays occidentaux. Et là, il y a quelques exemples, PACT à l'université de Manchester, Jasper aux États-Unis. Et moi, j'ai choisi, je dis un poil arbitrairement, d'inviter la personne que vous voyez sur la photo, qui est une formatrice d'un modèle qui s'appelle ESDM. Et pourquoi j'ai choisi de l'inviter? Parce que ce modèle-là, et même s'il nous posait des questions, par exemple par rapport au coût, par rapport à l'accès des professionnels pour apprendre ces techniques qui ont été développées aux États-Unis, de les utiliser, et avait plusieurs avantages. D'abord, il était robuste parce qu'il a été testé non seulement aux États-Unis, il a été testé dans d'autres cultures plus ou moins distantes. Enfin, en Australie, c'est vrai, en Italie. Et puis, il y a des chercheurs d'un peu partout dans le monde qui s'y intéressent. Donc, il y a des sources d'informations qui nous ont permis de se dire, ah tiens, si ça s'adapte, peut-être que c'est en Turquie, peut-être que ça fonctionne en Équateur. La deuxième raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que c'est un modèle qui prévoit de travailler avec l'enfant, avec un thérapeute, avec un enseignant spécialisé, mais il entraîne aussi les parents et il entraîne aussi les enseignants de l'école maternelle. Et ça nous permet de créer une équipe autour de l'enfant qui va contribuer à généraliser les apprentissages, c'est-à-dire l'enfant apprend avec le thérapeute, avec le special needs teacher, mais il apprend aussi avec les parents et il apprend aussi avec l'école. Donc tout ce qu'il apprend va être renforcé, tout simplement parce que les apprentissages sont répétés dans des contextes différents. Et il n'y a pas beaucoup de programmes qui combinent les trois choses. PACT, par exemple, à Manchester, c'est essentiellement du coaching parental, mais il n'y a pas l'élément direct, il n'y a pas l'élément groupe. Et puis finalement, ce programme, il était en espagnol, on a trouvé une formatrice en espagnol, et, ce qui n'était pas à l'époque facile. Et il demande à ce que la personne qui travaille avec les enfants ait un certain niveau de fidélité, c'est-à-dire qu'ils reproduisent les choses de la manière dont elles ont été étudiées et validées dans un autre contexte, c'est vrai, mais validées quand même. Et puis, une autre tentative de faire passer les conclusions de la recherche à la pratique, c'était d'écrire une révision de la littérature avec ma collègue Daniela Naranjo, médecin pédiatre. C'était la première révision de la littérature en espagnol. Et des révisions de la littérature sur le diagnostic d'autisme, il y en a plusieurs. En espagnol, on n'a trouvé qu'une en Espagne, et puis elle est en train de se faire updater, comme on dit ça, de se mettre à jour. Et quand vous imaginez le nombre de pédiatres en Amérique latine, vous vous dites que
une grande partie d'entre eux ne parlent pas l'anglais, on ne lit pas l'anglais. Enfin, en tout cas, pas tout le monde a la chance de lire l'anglais. Et l'Équateur reste un pays hispanophone, donc c'est bien qu'il y ait aussi des informations dans cette langue. Et, quelles sont les perspectives ouvertes par ces études? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on aimerait continuer à explorer ce que nous avons déjà mis en marche. C'est-à-dire que, là, je ne vous ai pas expliqué quelque chose d'important. Vous voyez les petites boules bleues? La personne qui est habillée en blanc, c'est la première personne qui a été, on va dire, certifiée à fidélité, c'est-à-dire qu'elle a passé le processus qui nous garantit qu'elle a appris à stimuler correctement les enfants dans leur environnement. Cette personne, elle a un rôle maintenant en Équateur qui consiste à stimuler des collègues, parce que ça ne nous sert à rien qu'une personne soit certifiée ou diplômée ou qu'il acquit des connaissances si elle n'est pas disponible pour contribuer à étendre la connaissance. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser les connaissances de cette personne pour qu'elle puisse soutenir d'autres collègues. Alors évidemment, c'est un cas. L'Équateur, c'est une population de 7 millions, mais on agit avec les moyens qu'on a. Et ça, c'est les moyens dont je disposais à ce moment-là. D'avoir les moyens d'inviter l'Organisation mondiale de la santé avec leur MGAP, ça aurait été magnifique. Mais à ces moments-là, c'est ce que j'avais à portée des mains. C'est ce que mes connaissances, à moi, personnellement, m'ont permis de faire, n'est-ce pas? Mais ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher. Il y a de plus en plus de familles qui connaissent le système. Il faut que je dise que je n'ai pas d'action investie dans l'université qui a produit ce modèle. Tout simplement, comme je vous dis, on l'avait à portée de main et puis ça a l'air de bien marcher. Le modèle consiste, vous voyez la personne en rose, c'est le thérapeute ou l'éducatrice. L'éducatrice fait de la stimulation des comportements sociaux avec l'enfant. Là, vous voyez l'éducatrice et l'enfant. En bas, vous voyez coaching parental in vivo, c'est-à-dire que l'éducatrice va expliquer aux parents comment faire pour faire la même chose qu'elle. Okay? Donc elle va enseigner aux parents et stimuler leur enfant. Ensuite, on est passé à côté droit à distance, parce qu'on a eu la pandémie. Là, vous avez un petit ordinateur qui apparaît, vous voyez, entre l'éducatrice et la famille, il y a un ordinateur. N'est-ce pas? Ça, c'est le coaching parental, mais via Zoom. Et puis, on a constaté qu'en Équateur, et je suis reconnaissante parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent en ce moment même, malgré le fait que je m'exprime en français, qui font partie des écoles préscolaires en Équateur et qui ont toujours ouvert les bras, mais énormes comme ça, et m'ont toujours dit, oui, nous avons l'enfant que vous avez vu en consultation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Je suis allée personnellement dans certains jardins d'enfants où j'avais des enfants que j'avais moi-même identifiés pour transmettre des stratégies. Ma collègue, dont le travail est exactement ça, elle va dans les écoles pour suggérer telle ou telle stratégie. Les maîtresses d'école sont toujours demandantes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il y a une soif d'apprendre. Et puis il y a un fort investissement que j'ai trouvé attendrissant, mais en même temps un potentiel énorme. Pourquoi? Parce que ces deux choses que vous voyez dans les carrés, donc le coaching parental à distance et le travail dans les jardins d'enfants, c'est écrit JSDM, ça veut dire ISDM en groupe. Le J, c'est pour groupe. Ces deux carrés peuvent constituer un apport important en termes des coûts. C'est-à-dire ça nous fait baisser les coûts. Okay? Les parents n'ont pas à se déplacer. Les déplacements en Équateur sont longs, sont chers. Donc le coaching parental à distance peut être une contribution intéressante. Et le travail en groupe aussi, le travail dans les jardins d'enfants aussi, parce que ça évite aux parents de payer deux fois, de payer le thérapeute 1 à 1 et de payer le jardin d'enfants en même temps. Il faut que vous sachiez qu'en Équateur, les jardins d'enfants sont payants. D'accord ? Alors, est-ce qu'on devrait remplacer l'intervention thérapeute-enfant par ces deux choses que je vous montre là? Non, les recherches nous disent que non. Les recherches nous disent qu'on a quand même besoin d'une personne spécialiste qui fait une bonne partie d'intervention au début, mais rien n'empêche que ces deux systèmes puissent être la continuation.
premièrement. Deuxièmement, le coaching parental, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important pour les familles parce que ça leur apprend à répondre au comportement de leurs enfants. Les parents, ils ne sont pas psychologues, ils ne sont pas éducateurs, ils ne sont pas pédiatres. En grande partie, ils sont jardiniers, peintres et architectes. Donc, ils n'ont pas ces connaissances, n'est-ce pas? Mais justement, ils ont une vie à côté. Et donc, la fatigue, le temps fait qu'ils ne peuvent pas être transformés en thérapeutes. Donc, il faut insister sur le fait que le coaching parental ou le travail à l'intérieur des jardins d'enfants est un appui, mais ne peut pas remplacer totalement une intervention. Alors, notre première ambition, voilà, c'est d'étudier le coaching parental à distance. Là, vous avez quelques jardins d'enfants sur la gauche, qui sont les endroits où nous aimerions tester la faisabilité d'une intervention précoce, c'est-à-dire le travail sur l'attention conjointe, le contact visuel, l'imitation, que sais-je, quelle que soit la problématique de l'enfant. Et puis de l'autre côté, vous avez un exemple des Zooms, comme on le fait ici. Hein. Il faut savoir que 87% de la population équatorienne, juste avant de la pandémie, si les chiffres ne sont pas incorrects, peut-être c'est l'envers, 97, non, ça me semble beaucoup, ça doit être 87%, avaient accès à Internet et un téléphone portable. Donc les conditions matérielles, en principe, seraient là. Et puis, so what? Une fois qu'on a fait ces deux études en question, donc on regarde si le coaching parental pour des parents d'enfants avec autisme fonctionne en Équateur, et puis on regarde si on peut introduire l'entraînement des habiletés sociales dans les jardins d'enfants, on fait quoi? Alors, une autre perspective consiste à aller dans le sens de ce qu'on appelle une approche de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche de santé publique? Ça veut dire qu'on va tenter d'introduire ce qu'on sait, ce qu'on a appris, dans ce système beaucoup plus grand qui est géré par les pouvoirs publics. Parce que si vous avez bien compris, l'initiative personnelle de former une thérapeute ne sert à rien. D'utiliser cette thérapeute pour savoir si ça fonctionne ou pas, ça peut servir à beaucoup. Si je sais que le système est adapté culturellement, c'est un système qui a été développé en Californie. C'est assez loin de l'Équateur, c'est une autre langue, c'est une autre culture. Par contre, si j'utilise les ressources que j'ai pour savoir si ça fonctionne ou pas, évidemment, on peut proposer de l'insérer dans ce cercle que vous voyez. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cercle? Il nous dit que traditionnellement, dans les milieux de santé publique, on a fonctionné de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, on le teste, on l'implémente. On découvre quelque chose, on le teste, on l'implémente. Avec l'autisme, ça ne fonctionne pas. Parce que l'autisme présente une énorme variabilité des comportements, une énorme variabilité dans les besoins, dans les profils des personnes. Donc j'ai besoin qu'une fois que j'arrive là, je découvre, je teste, et j'implémente, je rétroalimente. Est-ce que ça a marché, plus ou moins? Est-ce que, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'identification des knowledge gaps, l'identification des barrières, l'identification des problèmes. Ok, j'ai implémenté, j'ai découvert, j'ai testé, ça a l'air de marcher, j'implémente, et maintenant, quoi? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ou est-ce que je dois adapter? Est-ce que je dois améliorer? Est-ce que je dois corriger? Alors, c'est ce qu'on appelle un public health approach, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte que d'autres acteurs, à part les professionnels, mes pédiatres, ils ont été merveilleux, ils se sont laissés observer, ils ont collaboré, ils sont intéressés. Mes collègues dans l'intervention, c'est aussi merveilleux, les maîtresses d'école sont intéressées. Maintenant, on doit aussi compter sur l'appui des autorités de santé parce que le but est d'étendre le soutien aux familles avec autisme, quel que soit le niveau socio-économique et quel que soit le lieu de résidence. En conclusion, alors le mot d'ordre en ce moment c'est scalability and low cost. On veut que tout soit adaptable partout et que tout soit bon marché. Alors parfois les choses bon marché, ça ne veut pas dire que tout ce qui est cher est bon.
c'est pas l'objectif. Mais il faut vraiment tester les choses qu'on considère moins chères, comme par exemple le coaching parental. Il faut vraiment le tester dans le milieu où on va l'utiliser et puis regarder quels sont les résultats. Alors, en conclusion, on revient sur le fait que les pratiques de diagnostic et d'intervention ont été développées dans des pays riches, souvent anglophones, et validées dans ces populations-là. Et puis, nous, on fait face à une variabilité des contextes, à une variabilité des ressources disponibles. Entre l'Inde, l'Éthiopie, l'Équateur, il y a une énorme différence. On ne dispose pas des mêmes ressources, ce n'est pas la même culture. Donc, c'est important de prendre en compte ces aspects-là quand on veut travailler dans l'adaptation des outils. Et puis, la participation des acteurs locaux, c'est indispensable. On ne peut pas venir exiger que les professionnels adoptent telle ou telle pratique. Il faut d'abord qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et puis, éviter à tout prix l'introduction d'instruments de faible qualité. L'autisme, c'est un peu triste de le mettre comme ça, mais c'est un peu devenu à la mode. En Amérique latine, vous avez énormément, depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, énormément d'institutions qui vendent des cours, de recettes magiques, voilà, une tas de choses. Et puis, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui fabriquent chacun son système de screening d'autisme. Donc, ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut aussi être prêt. Et puis le dernier mot serait que voilà, la dissémination des connaissances contribue à la sustainability, à la durabilité des choses, mais il faut aussi penser que la transmission des connaissances ne va jamais dans un seul sens. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les connaissances sont passées un peu des pays qui ont développé les connaissances, n'est-ce pas, et vers un pays qui en avait moins. Les connaissances ont été développées dans des pays anglophones et l'accès au SDM ou aux instruments de diagnostic dont je vous ai parlé, l'accès est facile pour des personnes qui habitent dans ces pays. Donc, dans un premier temps, évidemment, il faut passer ces connaissances dans des pays qui n'ont pas eu la chance de développer leurs propres outils. Mais il ne faut jamais oublier qu'on peut aussi apprendre de ces ressources. Et puis l'information doit vraiment aller dans les deux sens. Ce n'est pas quelque chose qui doit aller du nord au sud, loin de là. Je crois que tous les pays, toutes les cultures ont quelque chose à apprendre les unes des autres. C'est beaucoup de travail, mais évidemment, vous l'aurez compris, je n'ai pas été toute seule. J'étais soutenue essentiellement par ma collègue Cristina Armijos, qui a une capacité de travail étonnante. Le docteur Alfredo Naranjo de Universidad Católica, qui était un appui de tous les instants. La Société équatorienne de pédiatrie, qui a accepté de m'aider dans la collecte des données. L'association des parents APADA, qui ont été toujours présents pour me donner leur point de vue, me donner des conseils, m'expliquer ce qui est culturellement acceptable ou pas. Les enfants qui ont participé à la recherche et puis évidemment les familles avec des enfants avec autisme. J'ai eu des mentors lointains mais indispensables. Le docteur Giacomo Vivanti, avant tout mes remerciements au docteur Giacomo Vivanti qui était le meilleur mentor qu'on puisse imaginer avoir. Le docteur Lori Vismara qui a donner des conseils sur le coaching parental, et le docteur Rosa Hoekstra à London qui a travaillé beaucoup sur l'adaptabilité des outils de diagnostic et de travail avec l'autisme en Éthiopie. Évidemment, je remercie la Fondation Eshmideni et la Fondation Ernest Boninki, l'Université de Genève et mes collègues du laboratoire ESMAS. Et puis, il y a une personne que je voudrais remercier tout particulièrement. Et il ne le sait peut-être pas, mais il a eu une influence énorme, enfin énorme, je l'espère, il a eu une influence en tout cas sur beaucoup de familles en Équateur et beaucoup de professionnels. Et, parce que voilà, il m'a laissé partir en Équateur avec un ordinateur que j'ai toujours pas rendu et un écran sous le bras, et il m'a fait confiance, il a soutenu mon optimisme avec son optimisme informé. Et puis je voudrais remercier le professeur Édouard Jonta pour ces 9 ans bientôt de travail. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Et puis voilà, je suis là s'il y a des questions.
Alors, merci beaucoup Paulina pour avoir relevé ce second défi du séminaire du Centre Jean Piaget. C'était le premier défi, je me rappelle, c'était le grand défi de la santé mentale à travers le monde en particulier, et puis surtout en ces contextes de pandémie. Deuxième défi, c'était les troubles neurodéveloppementaux et l'autisme, et puis justement comment on va essayer de prendre en compte les spécificités culturelles et socio-économiques avec tu nous as invités à changer de point de vue, donc ça c'est très bien. Et donc je vais passer maintenant la parole au professeur. Alors vas-y, viens te présenter, parce que voilà. Maud Schneider qui va du coup discuter. C'est parti. Parfait. Alors déjà, je voulais m'adresser à Paulina parce que j'avais eu merci déjà pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment extrêmement pédagogique, et je crois qu'on retrouve dans votre présentation vraiment le souci et l'importance, ce qui vous tient tellement à cœur de pouvoir vraiment transmettre ces connaissances et qu'elles soient appliquées et transmises au grand public. Et je trouve ça s'est senti vraiment merveilleusement dans votre présentation, donc vraiment pour ça, qui était très pédagogique. Et voilà, on avait eu l'occasion de parler de votre travail, mais ça fait, comme vous me l'avez rappelé, déjà 1 an, bientôt 2 ans qu'on avait eu l'occasion d'échanger, donc j'étais ravie d'entendre un petit peu la suite de vos travaux. Et je crois que voilà, dans votre présentation, vous avez donné une illustration très belle vous avez commencé par ça, en disant finalement tous les enfants avec autisme ne souffrent pas de leur autisme, mais certains en souffrent. Et puis c'est un des éléments, je crois, que j'essaye aussi de transmettre des fois à mes étudiants en cours, de dire finalement le handicap ou la souffrance, elle vient de quoi? Elle vient de quand il y a finalement peut-être des difficultés qui sont propres à la personne, mais qui émergent dans un certain contexte. Et je crois que la recherche dans le domaine de l'autisme, vous l'avez bien montré aussi, elle souffre un petit peu d'un américanocentrisme ou d'un europanéocentrisme, et où on oublie un petit peu des fois l'importance de ces contextes culturels et combien ça va finalement teinter à différents niveaux. Et je trouve que ce qui est vraiment remarquable dans votre travail aussi, c'est la très forte cohérence interne qu'il y a dans tous les questionnements que vous avez. Finalement, vous êtes parti de la base, c'est comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'après, finalement, éventuellement, on accompagne, et ce cheminement-là, il est extrêmement cohérent, et puis quelles sont les barrières à ces différentes étapes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Je crois qu'il y a aussi un élément sur lequel peut-être moi je voulais vous entendre, nous donner un peu votre expérience. C'était aussi des questions un peu de curiosité que j'avais. Et puis après, peut-être aussi comment est-ce qu'on peut ramener finalement votre expérience, parce que vous l'avez dit à la fin, c'est finalement, ça va dans les deux sens. Et je crois qu'ici à Genève, on a aussi la chance d'avoir un contexte culturel très riche. Et comment est-ce qu'on ramène aussi les connaissances que vous avez là à notre contexte genevois aussi multiculturel, dans l'accompagnement des familles qui viennent d'un peu tous les pays, et quelles sont les ressources dont on a besoin pour accompagner au mieux ces familles-là aussi. Mais j'y reviendrai après. J'avais envie de vous entendre un petit peu sur... vous avez parlé de l'effet de boule de neige au départ dans les apprentissages dans l'autisme. Et une réflexion que je me suis faite aussi, c'est que peut-être une des raisons pour lesquelles des fois aussi on dépiste et on identifie peu les enfants avec TSA, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut leur proposer à un moment donné. Et ça, je me rappelle aussi de la situation en Suisse il y a peut-être 10-15 ans en arrière, où finalement en termes d'intervention précoce, on avait peu à notre disposition, il y avait peu de choses qui existaient. Et ce que j'avais trouvé intéressant de la part des pédiatres avec qui on interagissait, ils nous disaient mais finalement, à quoi ça nous sert de vous envoyer des enfants pour faire des évaluations, des dépistages, si après, on dit effectivement, il y a ce diagnostic, il faut peut-être mettre en place des choses, mais en fait, finalement, c'est pas très structuré. Et donc, je me disais, finalement, par votre travail, à quel point peut-être aussi l'effet boule de neige, il peut se faire de manière vertueuse aussi, c'est-à-dire que si on augmente aussi les possibilités d'intervention, ça motive aussi finalement tous ces pédiatres de se dire, ça fait tellement de sens aussi
qu'on puisse les identifier. Et donc, je crois que vous êtes en train de créer aussi un cercle virtueux. Oui, espérons. C'est ça. Moi, je voulais vous entendre peut-être sur un peu votre expérience justement d'implémentation de l'ESDM dans le contexte de l'Équateur. Vous avez beaucoup parlé de l'acceptabilité finalement des outils de dépistage auprès des professionnels et des familles. Quels sont un peu vos premiers retours de l'acceptabilité aussi de cette intervention par les familles qui en bénéficient? Alors, je vais peut-être commencer par cette partie, puis je remonterai dans le temps. Tu me dis combien de temps on a? Quelques minutes, mais il faut qu'on puisse te voir aussi. Oui, je suis là. Voilà. Alors, tout d'abord, les retours du SDM. Alors, je suis tellement désolée de ne pas pouvoir vous montrer des vidéos parce qu'évidemment, je n'ai pas l'autorisation des parents, mais ma collègue Christina, qui est certainement par là, même si elle n'est pas encore francophone, me tient toujours au courant des familles que j'ai pu évaluer en Équateur et que j'ai dirigé vers elle en sachant qu'elle était certifiée dans ce modèle-là. Alors, je pense que les retours sont variés et puis ça va dépendre certainement du contexte socio-économique. C'est-à-dire que dans des contextes socio-économiques plus occidentalisés, parce que l'Amérique latine c'est ça, il y a des différences énormes à l'intérieur de la population, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à partir du moment où les parents ont compris comment les enfants apprennent et quelles sont les caractéristiques de l'autisme. Parce que les parents, ils ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent. On ne peut pas leur dire, allez, utiliser des phrases courtes et parler en première personne. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Et puis vous entendez le parent qui dit « Ah, je pousse la voiture ». Et puis vous regarde, et puis il ne sait pas pourquoi il dit ça. Donc, à partir du moment où le parent sait pourquoi on lui demande de parler de cette manière-là, on va avoir une adhésion, je dirais, complète. Alors, complète des cœurs, parce qu'il faut voir aussi qu'on demande énormément aux parents, les systèmes qui visent à développer les aspects socio-cognitifs chez les petits-enfants demandent beaucoup d'heures, parce qu'en fait, on essaye de, on va dire, remodeler un petit cerveau. Un enfant sans autisme est réveillé, je ne sais pas, 70 heures par semaine. Et pendant ces 70 heures, il apprend. Un enfant avec autisme loupe des moments d'apprentissage parce qu'il ne s'oriente pas vers la source d'apprentissage qui est l'humain. Donc on essaye de compenser ça, n'est-ce pas? Et ça demande des heures de travail. Donc je pense qu'un souci important pour les parents, c'est de ne pas disposer de temps suffisant. Et je crois que c'est très important de travailler contre le sentiment de culpabilité parce que voilà, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc ça pour les retours par rapport à l'ESDM. L'autre question, c'était l'adaptabilité, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à Genève? Alors moi, je pense que dans toutes les cultures, ce qu'on peut apporter, c'est l'observation de la situation. J'observe d'abord pour pouvoir répondre. Si je peux vous partager un exemple très personnel, l'une de mes premières consultations dans la consultation autisme en Équateur, c'était une famille qui arrive avec son enfant, moi je sors, ils m'identifient et puis ils disent « Allez, va darle un besito à la doctora ». Okay? Alors l'enfant, avec des symptômes autistiques assez profonds, vient vers moi et puis il me tire par le bras, puis il me fait un bisou. Alors moi j'étais étonnée parce qu'évidemment si j'ai un background latino-américain, je n'ai pas l'habitude qu'un enfant vienne m'embrasser comme ça. Ça a transformé ma vie. Pourquoi ça a transformé ma vie? Parce que je me suis dit, si les parents arrivent à lui apprendre ça alors qu'il n'a pas de langage, il n'a pratiquement pas d'attention conjointe, on peut tout apprendre à un enfant avec autisme. Un enfant avec autisme apprend. Et ça, c'était la leçon de ma vie. Je pense que c'est ça le moteur qui fait qu'aujourd'hui je suis ici. Et donc, observer l'environnement. Pour ces familles, c'est important que l'enfant apprenne à montrer leur affection aux autres personnes, qu'ils apprennent à aller vers les autres personnes. J'ai raconté à mes collègues en Équateur, en Suisse, j'avais eu un petit garçon dans les années 2013, dont la principale préoccupation de l'entourage, c'était de lui apprendre à lire l'heure. C'était très important qu'il sache l'heure.
En Équateur, on s'en fout si l'enfant s'est lié à l'heure ou s'il est à l'heure ou s'il est en retard. Par contre, qu'il ne dise pas bonjour aux grands-parents, qu'il n'embrasse pas les grands-parents, c'est grave. Donc, il faut observer quels sont les requirements de ces populations. Si vous avez des populations internationales et de tout le niveau socio-économique, qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, à partir du moment où j'identifie les besoins non seulement de l'enfant avec autisme, mais de sa famille, je vais être plus efficace parce que la famille va vouloir coopérer, n'est-ce pas? Donc, moi, je pense que c'est l'observation. Et puis, le premier, je ne me souviens plus. Très court, le premier très court. C'était quoi le premier? Je ne me souviens plus. C'était ça. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions du professeur Schneider. Il y a encore une question. Donc là, je m'approche. Bonjour. Est-ce que Lorraine veut la poser, mais est-ce qu'elle ou quelqu'un l'a posée dans la discussion? Donc si elle veut la poser, c'est avec plaisir. Vas-y, Lorraine. Alors, je me demandais en fait si vous avez pu voir les mêmes bénéfices du programme ESDM chez les filles et chez les garçons, en sachant que souvent les filles ont des symptômes un peu différents que les garçons avec autisme. Alors en effet, on a eu très peu de filles par rapport au nombre des garçons, mais je crois qu'on a très rapidement constaté avec ma collègue qui est formée en ESDM qu'il y avait quelque chose auquel il fallait faire rapidement attention, c'est la façon dont ils jouent. C'est dans le jeu qu'on va identifier, on va dire clairement, les besoins en développement, enfin peut-être plus facilement chez les filles que chez les garçons. Et donc, dans le SDM dirigé aux filles, on va passer un peu plus de temps sur le jeu en général avant de se plonger sur l'imitation, le langage oral, compréhensif, expressif, etc. Ah d'accord. Bien, merci. Merci beaucoup. Alors on a une autre question en présentiel. Donc on a eu un petit problème de second ordinateur. Venez donc, comme ça on vous voit, ce sera plus facile. Okay. Allez-y. Alors, du coup, c'est juste une question toute simple, mais au début, vous avez dit qu'on dépiste moins les filles que les garçons. C'est juste. Pourquoi? Alors, je ne suis pas une spécialiste de la détection chez les filles, mais ce que je peux vous dire, c'est que les outils de diagnostic ont été validés sur une population masculine. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la première raison. On sait qu'il y a les difficultés neurodéveloppementales en général, sauf quelques exceptions, sont beaucoup plus communes chez les garçons que chez les filles. Donc, lorsque vous avez une équipe de chercheurs qui vous lancent une étude de validation, il a des fortes probabilités, rien que d'un point de vue statistique, d'avoir des garçons dans son groupe de validation. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, très rapidement, c'est que chez les filles, les symptômes sont assez différents de ce qu'on lit dans les manuels d'instruction. Donc, il faut apprendre à les chercher. D'accord. Voilà. Ok, merci. Merci à vous.